Je me souviens exactement du moment où mon téléphone a vibré. Il était 3h17 du matin. L'incision de ma césarienne me brûlait tandis que je me déplaçais dans mon lit pour l'attraper. Ma fille nouveau-née, Emma, venait de s'endormir après 2 heures de pleurs. Mon pyjama était taché de lait maternel et je sentais la chaude humidité du sang sur ma serviette hygiénique. C'est à ce moment-là que j'ai vu son nom s'illuminer sur l'écran, Mark Davison, PDG. Janine, je sais que ce n'est pas le moment idéal, disait son message, mais nous avons besoin de cette présentation Apex d'ici demain. Tout l'accord en dépend. Je fixais l'écran, la vue brouillée par l'épuisement. Le compte Apex, celui que nous convoitions depuis des mois, celui qui valait des millions. Mes doigts planaient sur le clavier. J'avais planifié ce congé maternité depuis des mois. Mon médecin avait été clair, 6 semaines minimum de convalescence après ta césarienne. Avant que je puisse répondre, un autre message est apparu. Personne ne comprend le projet aussi bien que toi. Juste cette fois, s'il te plaît. J'ai regardé mon bébé endormi, puis j'ai de nouveau regardé le téléphone. Contre toute attente, j'ai répondu, je vais essayer. Pour une fois, je me suis murmuré à 4 heures du matin, grimaçant en m'asseyant dans mon lit. Emma était blottie contre moi dans son porte-bébé, la seule position dans laquelle elle dormait. Mon mari, James, ronflait doucement à côté de nous, épuisé par ses longues heures de travail à l'hôpital. J'équilibrais maladroitement mon ordinateur portable, essayant de ne pas réveiller Emma. La lueur de l'écran me faisait l'effet d'aiguille dans les yeux fatigués. Mon incision palpitait à chaque petit mouvement. L'effet des analgésiques avait disparu depuis des heures, mais j'avais peur d'en prendre davantage pendant l'allaitement. Mes doigts se déplaçaient lentement sur le clavier. Avant mon départ, je pouvais taper 90 mots à la minute. Maintenant, chaque frappe me donnait l'impression de m'enfoncer dans la boue. Les diapositives se brouillaient tandis que j'essayais de comprendre des données que je comprenais normalement instantanément. Emma s'agita, son petit visage se crispant. Je me figeai, espérant qu'elle ne se réveillerait pas. Plus que 5 diapositives. Plus que 5. Quand elle s'est mise à pleurer, je l'ai secouée doucement d'un bras tout en continuant à taper de l'autre. Mon corps était vide, comme si j'opérais depuis un endroit extérieur à moi-même. Mais le travail continuait. Il le fallait. Pour une fois, ai-je répété alors que l'aube perçait par la fenêtre. J'ai appuyé sur « Envoyer » à 6h23, juste au moment où Emma attendait son prochain repas. La présentation n'était pas parfaite, mais elle abordait tous les points clés. J'avais réussi à présenter les points forts de l'entreprise de manière à répondre directement aux besoins d'Apex. Mes seins me faisaient mal, mon incision me brûlait et mes paupières étaient comme du papier de verre, mais au moins c'était fait. La réponse de Mark est arrivée en quelques minutes. Tu as tout compris, Janine. C'est le meilleur travail que j'ai vu depuis des mois. Ces compliments m'ont apporté une bouffée de chaleur malgré mon épuisement. Malgré tout, j'avais toujours soif de cette validation. Je voulais toujours être bon dans mon travail. J'ai souri en déplaçant Emma contre ma poitrine. Puis un autre message a retenti. Juste une petite modification. Pourriez-vous améliorer la section « Roi » ? Ajouter un tableau comparatif, par exemple. Rien de bien grave. Mon sourire s'est estompé. Ce petit ajustement prendrait au moins 1 heure de plus. Emma allaitait en grappe, ce qui signifiait qu'elle serait attachée à moi sans interruption. Je devrais à nouveau travailler d'une seule main. Quand en as-tu besoin, ai-je écrit. Dès que possible. Réunion à 14 heures. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et rouvert l'ordinateur portable. Ce qui a commencé comme juste cette fois s'est rapidement transformé en un flot incessant de demandes. Au 10e jour de mon congé de maternité, les messages de Mark faisaient partie de ma routine quotidienne ou aussi réguliers que les tétés d'Emma, mais beaucoup moins bienvenus. Pouvez-vous examiner cette proposition ? Une petite question concernant le compte Henderson. J'ai besoin de votre avis sur cet email. Pouvez-vous nous joindre par téléphone pendant que l'équipe discute du 3e trimestre ? À chaque fois, il appelait cela du conseil ou simplement me questionnait. À chaque fois, il me rappelait combien j'étais précieuse, que personne ne pouvait égaler ma perspicacité. Et à chaque fois, je disais oui, même si le mot avait un goût plus amer à chaque fois. Je travaillais pendant les siestes d'Emma, pendant les tétés, pendant les précieux moments où j'aurais dû dormir moi-même. Mon mari James a remarqué que les cernes s'approfondissaient sous mes yeux. Ce n'est pas normal, m'a-t-il dit un soir. Tu es censé te rétablir.
Ce n'est pas grave, mentis-je. Ce n'est que temporaire. Mais lorsque mon téléphone a vibré à nouveau, nous avons tous les deux su que ce n'était pas temporaire et que ce n'était certainement pas normal. 3 semaines après la naissance d'Emma, j'ai finalement pu marcher jusqu'à la salle de bain sans m'appuyer contre le mur. Mon incision avait cessé de me faire mal à chaque mouvement, même si elle tirait encore de manière désagréable si je me tournais trop vite. Ce matin-là, pour la première fois, j'avais réussi à prendre une douche, à habiller et à nourrir Emma sans pleurer d'épuisement. C'est alors que Marc a appelé. Pas par SMS, mais par téléphone. Cela seul a fait sonner l'alarme. « Janine », dit-il d'une voix faussement joyeuse. « Comment se passe la maternité pour toi ?» Avant que je puisse répondre, il a continué. « Écoutez, la présentation d'Apex a lieu demain. L'équipe est nerveuse. On a vraiment besoin de vous pour mener la discussion. » J'ai failli laisser tomber le téléphone. « Marc, ça fait à peine 3 semaines que j'ai accouché. Je n'ai même pas le droit de conduire. Je ne marche même pas normalement. Ce n'est que pour quelques heures, insista-t-il. On vous enverra une voiture. Franchement, Janine, ce compte pourrait nous faire gagner une année entière. La pièce sembla basculer lorsque je compris ce qu'il demandait. Il voulait que je laisse mon nouveau-né, que j'ignore les ordres de mon médecin et que je fasse comme si une opération abdominale majeure n'était qu'un inconvénient mineur. Je ne peux pas, dis-je, d'une voix plus faible que je ne le souhaitais. Je ne poserai pas cette question si ce n'était pas crucial. La voix de Marc était maintenant plus basse, plus sérieuse. Vous savez à quel point c'est important pour tout le monde. J'ai fait rebondir Emma doucement tandis qu'elle s'agitait contre mon épaule. Je comprends, mais toute l'équipe te remplaçait, l'interrompit-il. Entre les heures supplémentaires, la prise en charge des clients, tout le monde était débordé. Les mots frappent comme des gifles. Me couvrir ? Comme si avoir un bébé était un désagrément que j'avais créé pour accabler tout le monde. Je pensais que tu te souciais de l'entreprise, a-t-il ajouté lorsque je n'ai pas immédiatement répondu. À propos de votre équipe ? Des larmes brûlantes ont piqué mes yeux. Bien sûr que je m'en souciais. J'avais consacré 5 ans à cette entreprise. J'avais manqué des vacances, travaillé les week-ends, retardé la fondation d'une famille plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Tout ça pour ce travail. Ce n'est pas juste, ai-je réussi à dire. Ce qui n'est pas juste, c'est de nous laisser en plan alors que nous avons le plus besoin de vous, a-t-il rétorqué. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le fauteuil à bascule de la chambre d'enfant, Emma endormie dans mes bras, et j'ai pleuré en silence. Étais-je déraisonnable ? Décevais-je tout le monde ? La culpabilité était plus lourde que mon bébé. Après avoir bercé Emma pendant 1 heure et mené une bataille intérieure, j'ai rappelé Marc. Mes mains tremblaient tandis que je maintenais le téléphone contre mon oreille. Je ne peux pas venir, dis-je fermement, avant d'ajouter avant qu'il ne puisse protester, mais j'ai un compromis. Alicia et toi pouvez venir chez moi. Je vous accompagnerai tout au long de la présentation. Je répondrai à toutes les questions ou objections d'Apex. Il y eut un long silence. Je le voyais presque se demander s'il devait pousser plus fort. D'accord, dit-il finalement, sans chercher à cacher sa déception. Nous serons là demain à 10 heures. Et Marc, ajoutai-je rapidement, c'est la dernière chose que je peux faire avant mon retour de permission. Mon médecin s'inquiète pour mon rétablissement. Une autre pause. Bien sûr, Janine. Comme tu veux. L'appel s'est terminé sans un merci. J'ai regardé autour de moi dans notre salon en désordre. Des bavoirs étaient posés sur le canapé. Un tire-lait était posé sur la table basse. Des couches étaient éparpillées par terre. Je devrais faire le ménage, me rendre présentable, préparer des notes. James m'a retrouvé 15 minutes plus tard en train d'essayer de passer l'aspirateur d'une seule main tout en tenant Emma. « Que fais-tu » demanda-t-il, alarmé. « Mon patron vient demain, dis-je, et j'éclatai en sanglots. Ils sont arrivés exactement à 10 heures du matin, Marc dans son costume bleu marine impeccable et Alicia, l'intérimaire embauchée pour couvrir mon congé, l'air nerveux dans un chemisier et une jupe crayon. J'avais réussi à prendre une douche et à mettre de vrais vêtements, mais mes cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné et mon corps me semblait toujours étranger dans ma robe de maternité ample. Bel endroit, commenta Marc en jetant un coup d'œil autour de lui sans vraiment voir. Son regard ne s'attarda pas sur les photos de famille ni sur la porte de la chambre d'enfant. Il ne me demanda pas si Emma dormait dans son berceau à côté de moi.
Non, comment te sens-tu? Ou comment va le bébé? Il est allé droit au but en sortant son ordinateur portable. Alicia sourit maladroitement, saluant au moins Emma d'un doux, elle est belle. Je l'ai immédiatement appréciée pour sa simple gentillesse. Pendant l'heure qui a suivi, je leur ai expliqué la présentation, en soulignant les principaux arguments de vente, en anticipant les questions et en suggérant des réponses. Toutes les quelques minutes, je changeais de position sur mon siège, essayant de trouver une position qui ne tirait pas sur mon incision. Quand Emma s'est réveillée affamée, je l'ai soignée tout en continuant à lui expliquer la stratégie. Marc ne l'a jamais regardé directement. Il fixait son écran, impatient, comme si mon bébé était un obstacle à la réunion qu'il avait demandée. La séance de coaching s'éternisait. Emma était de plus en plus agitée, épuisée par les voix étranges et l'emploi du temps perturbé. Je l'ai fait rebondir doucement, essayant de la calmer tout en répondant aux questions de Marc. Alors, s'il pose des questions sur le calendrier de mise en œuvre, a-t-il demandé pour la 3e fois. Dis-leur 6 semaines avec des étapes importantes aux semaines 2 et 4, répétais-je, ma patience s'amenuisant. Emma poussa un cri aigu. Je me levai pour l'accompagner, grimaçant. Marc a vérifié sa montre. Nous devrions probablement revoir tout cela une fois de plus. Puis, incroyablement, il ajouta, tu es sûr de ne pas pouvoir venir demain? Ça ferait une énorme différence si tu étais là. Quelque chose en moi s'est brisé. 2 semaines à me dépasser, à saigner en travaillant, à faire passer ses exigences avant mon corps en voie de guérison et mon nouveau-né. Tu es sérieux? Ma voix tremblait. Tu ne vois pas que je ne suis pas en état de faire ça? Même si je le voulais, je ne pourrais pas. J'ai subi une opération importante. Je saigne encore. Je dors à peine 2 heures d'affilée. J'essaie de maintenir un être humain en vie pendant que mon corps récupère. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception des cris d'Emma. Marc resta immobile, sans un mot, rassemblant ses affaires. Alicia, mortifiée, murmura « Je suis désolé », tandis qu'il partait sans même un au revoir. Après la confrontation, le silence s'est abattu. Pas de SMS, pas de mail, pas de nouvelles. Les jours passèrent. J'essayais de me concentrer sur Emma, sur la guérison, sur la belle bulle de nouveau-né dont j'aurais dû profiter depuis le début. Mais l'anxiété me gênait. Avais-je tout gâché? Aurais-je seulement un travail à retrouver? Une semaine après la visite, j'ai découvert en ligne un communiqué de presse annonçant le partenariat d'Apex avec notre entreprise. L'accord que j'avais contribué à conclure. La présentation que j'avais créée alors que je saignais et manquais de sommeil leur avait permis de décrocher le contrat. Mon téléphone est resté silencieux. Aucune reconnaissance de ma contribution. Aucun merci, même pas un mot pour information. J'ai regardé la photo d'annonce Marc serrant la main du PDG d'Apex, Alicia souriant en arrière-plan et un frisson m'a parcouru l'estomac. J'avais été effacé. Cette nuit-là, j'ai allaité Emma dans l'obscurité de sa chambre d'enfant et j'ai admis ce que je ressentais. Je n'étais pas seulement blessé par le comportement de Marc. J'étais en colère. Et sous cette colère se cachait quelque chose de plus fort, la conscience que je méritais mieux que ça. Nous le faisons tous les deux, murmurai-je à Emma, qui me regarda avec une confiance totale sur son petit visage. 6 semaines se sont écoulées dans un tourbillon de tétés nocturnes, de premiers sourires et d'un corps qui guérissait progressivement. La veille de mon retour prévu, j'éprouvais un mélange d'anxiété et de détermination. J'ai passé des heures à me préparer, à organiser la garde des enfants, à tirer mon lait, à trouver des vêtements adaptés à mon nouveau corps. Tu n'es pas obligé d'y retourner, dit James en me regardant emballer mon tire-lait. Je sais, répondis-je. Mais je ne le laisserai pas me chasser. Le lendemain matin, j'ai franchi les portes du bureau, vêtu d'une tenue professionnelle soigneusement choisie pour l'allaitement, et coiffé pour la première fois depuis des semaines. L'effervescence familière du bureau me semblait étrangement étrangère. Janine, bon retour. Quelques collègues m'ont accueilli chaleureusement, même si j'ai remarqué que d'autres évitaient le contact visuel. Je me dirigeais vers mon bureau, mais m'arrêtais net. Alicia était assise là, les photos de famille disposées exactement là où les miennes avaient été. L'ordinateur était ouvert, comme s'il était indémodable. La réceptionniste grimaça en voyant ma confusion. « Oh, personne ne vous a prévenu. Votre bureau a été réaffecté. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné, un appel interne. Le poste de Marc. « Viens me voir », fut tout ce qu'il dit.
Je marchais lentement jusqu'au bureau de Marc, croisant des collègues qui détournèrent rapidement le regard. Quelque chose clochait. Mon cœur battait fort quand je frappais à sa porte. « Entrez » cria-t-il. Marc était assis derrière son immense bureau, sans prendre la peine de se lever à mon entrée. Pas de sourire, pas de bienvenue, juste un regard froid et un signe de tête vers la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Je suis resté debout. Que se passe-t-il, Marc? Pourquoi Alicia est-elle à mon bureau? Il soupira comme si je lui faisais des reproches. On a fait quelques changements pendant ton absence. Puis il désigna quelque chose à côté de moi. Une boîte en carton était posée sur la crédence. J'ai reconnu ma plante de bureau qui dépassait du bord, mes diplômes encadrés, ma souris ergonomique spéciale. Quelqu'un avait emballé mon espace de travail. Qu'est-ce que c'est? Ma voix me semblait lointaine. Marc croisa les mains sur le bureau. Je crois que tu le sais, Janine. Ça ne marche pas. La pièce semblait basculer. 6 ans dans cette entreprise. Des récompenses pour les meilleures performances. Des nuits et des week-ends sacrifiés. Et maintenant ça. Tu me vires, ai-je dit. Sans poser de questions. Je mets fin à votre poste, corrigea Marc en faisant glisser une lettre sur le bureau. Avec effet immédiat. Le papier flottait devant mes yeux. Des mots comme « restructuration » et « ne nécessite plus vos services » me sautaient aux yeux. Pour quelle raison, réussis-je à demander, même si je le savais déjà. Il haussa les épaules, sans même chercher à faire semblant. On n'a plus besoin de toi. Alicia a très bien géré la situation en ton absence. Le message était clair, c'était une punition pour avoir fixé des limites. Pour ne pas être venu pendant ma convalescence, pour avoir fait passer mon bébé avant les autres, pour avoir refusé d'être à ses ordres. C'est des représailles, dis-je, ma voix plus ferme que je ne le pensais. L'expression de Marc se durcit. Appelle ça comme tu veux. La décision est définitive. J'ai pensé à Emma, à la garderie pour laquelle je viens de verser un acompte, à notre prêt immobilier. La panique menaçait de m'envahir, mais sous-jacente, quelque chose d'autre grandissait, la fureur. Une fureur pure et lucide. Vous aurez des nouvelles de mon avocat, dis-je en attrapant la boîte. Ne dramatise pas, Janine, m'a-t-il crié. C'est juste une question de travail. Dans l'intimité de ma voiture, j'ai enfin regardé dans le carton. Mes affaires y avaient été jetées sans précaution, des cadres photos cassés, des plantes mourantes, des effets personnels mêlés à des fournitures de bureau. Mais quelque chose clochait. Il manquait des choses. Mon journal personnel, où je dessinais parfois des idées pendant les pauses déjeuner. Ma clé USB de sauvegarde. Et les objets qui s'y trouvaient semblaient dérangés. Mon calendrier de bureau avait des pages arrachées. Les photos de famille semblaient avoir été retirées de leur cadre puis remises en place sans précaution. Même la photo d'échographie de ma fille, que je gardais dans un tiroir, était froissée. Quelqu'un avait fouillé mes affaires. Ils ne les ont pas seulement emballées, fouillées, envahies. Des larmes de rage brûlaient mes yeux. Non seulement il m'avait renvoyé parce que j'avais des limites, mais il avait également violé ma vie privée dans le processus. Cherchait-il une justification pour son licenciement? Des preuves de mauvais résultats ou de mauvaise conduite? J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, documentant l'état de mes biens. J'ai alors appelé la seule personne qui pouvait m'aider, ma colocataire d'université, Sarah, qui se trouvait être avocate spécialisée en droit du travail. Ne supprime aucun email, m'a-t-elle ordonné. J'arrive tout de suite. Sarah est arrivée chez moi 1 heure plus tard, bloc-notes à la main, le visage sombre et concentré. Je me suis assis à ma table de cuisine, Emma endormie dans sa balançoire à côté de moi, pendant que je détaillais tout. Les demandes de travail tard le soir, la pression de venir pendant ma convalescence, le licenciement immédiatement à mon retour. Il a conservé toutes les présentations que j'ai faites pendant mes congés, ai-je expliqué. Il m'a fait travailler pendant que je saignais suite à une opération, puis m'a viré juste au moment où je devais revenir. Le stylo de Sarah se déplaçait rapidement sur son bloc-notes. As-tu sauvegardé les SMS, les emails? J'ai hoché la tête. Tout. Ses yeux se sont rétrécis lorsque j'ai décrit l'état de mes effets personnels. Ce n'est pas seulement non professionnel. C'est potentiellement illégal. Elle m'a expliqué mes droits, la protection contre les représailles pour avoir pris un congé protégé, la loi sur les aménagements raisonnables,
mais droit sur mes biens personnels. Tu as des arguments solides, Janine, dit-elle finalement. Très solides. Il t'a clairement licencié parce que tu avais pris un congé maternité et que tu refusais de travailler pendant celui-ci. Les courriels à eux seuls le prouvent. Que dois-je faire maintenant, demandai-je, à la fois terrifié et soulagé. Sarah ferma son carnet d'un coup sec. Maintenant, on riposte. Les documents du procès me semblaient lourds entre les mains, des pages de langage juridique décrivant ce qui m'était arrivé. La plaignante Janine Mitchell contre Cortex Solutions et Mark Davison. Licenciement abusif. Discrimination liée à la grossesse. Représailles. Une fois que nous aurons déposé cette plainte, Sarah nous a prévenu qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Es-tu sûr? J'ai pensé à ma fille, souriante et roucoulant maintenant à 2 mois. Que lui dirais-je quand elle serait plus grande? Que j'ai laissé quelqu'un m'intimider parce que je suis devenue mère? Que j'ai permis à un employeur de me traiter comme quelqu'un de moins précieux parce que j'avais un enfant? J'en suis sûr, dis-je fermement. Violette. 3 jours plus tard, un huissier a livré les documents au bureau de Cortex. J'imagine le visage de Mark lorsqu'il a été servi, la surprise, la colère, peut-être même une lueur de peur. La réponse de l'entreprise fut le silence. Pas d'appel, pas de proposition de règlement, pas de menace, juste un silence assourdissant qui semblait plus menaçant qu'une hostilité ouverte. Sarah n'était pas inquiète. Ils se regroupent, a-t-elle expliqué, pour comprendre à quel point la situation est grave. J'ai hoché la tête, essayant de la croire. Mais la nuit, seul avec mes pensées, je m'inquiétais. Est-ce que je venais de détruire ma carrière? Est-ce que quelqu'un m'embaucherait après ça? Le silence de l'entreprise s'est répercuté sur ma vie personnelle. D'anciens collègues que je considérais comme des amis ont arrêté de répondre aux SMS. Mes demandes de connexion LinkedIn sont restées sans réponse. Une collègue que j'ai croisée à l'épicerie a même retourné sa carte pour m'éviter. J'étais devenu toxique par association, la femme qui a intenté un procès, la fauteuse de troubles. En ligne, j'ai découvert qu'Alicia avait été officiellement promue à mon poste. Une publication de l'entreprise la félicitant a reçu des dizaines de mentions, j'aime, de la part de mes anciens coéquipiers. Ça m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Ils ont peur, m'a dit James en me trouvant en train de pleurer au téléphone. Ils ont peur de perdre leur emploi s'ils te soutiennent. Il avait raison. Mais cette connaissance n'a pas atténué la solitude. J'avais perdu non seulement mon emploi, mais aussi ma communauté professionnelle. Certains jours, l'isolement était écrasant. Mais petit à petit, j'ai réalisé quelque chose. Je ne courais plus après leur approbation. Le besoin de validation qui m'avait poussé à travailler tout enseignant, à me pousser au-delà des limites raisonnables, s'estompait. Je n'avais pas besoin de leur like ou de leur texto. J'avais besoin de justice. Et j'allais l'obtenir, même si je devais rester seul. La réponse juridique de Cortex est finalement arrivée, un déni froid et clinique de tout acte répréhensible. Ils ont affirmé que mon licenciement était basé sur la performance, que j'avais volontairement proposé de travailler pendant mon congé, que Mark avait répondu à mes besoins en me permettant de travailler à domicile. La déformation de la réalité m'a rendu physiquement malade. Ils avaient réécrit l'histoire, transformant l'exploitation de Mark en générosité et mon dévouement en échec. C'est la norme, m'a assuré Sarah. Ils essaient de créer un récit. Mais elle s'inquiétait d'autre chose, une allégation selon laquelle j'aurais violé la confidentialité en supprimant des documents de l'entreprise après mon licenciement. C'était un mensonge, mais un mensonge stratégique destiné à me mettre sur la défensive. Ils cherchent par tous les moyens à vous discréditer, prévint Sarah. Préparez-vous à ce qu'ils deviennent méchants. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais au tribunal en train d'essayer de parler pendant que Mark et les avocats de l'entreprise parlaient par-dessus moi. Je me suis réveillé en haletant, le cœur battant la chamade. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmurai-je à James dans l'obscurité. Tu le es déjà, me rappela-t-il en me serrant contre lui. Et tu ne reculeras pas maintenant. Sarah a convoqué une réunion d'urgence à son bureau. Nous devons changer d'approche, dit-elle en étalant des documents sur son bureau. Ils essaient de rendre cela émotionnel, personnel. Nous devons le rendre factuel, médical. J'ai hoché la tête, comprenant immédiatement. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés ou de traitements injustes. Il s'agissait de besoins médicaux documentés ignorés, de rétablissement après une intervention chirurgicale non respectée. Ensemble,
nous avons rassemblé mon dossier médical, les notes chirurgicales détaillées de ma césarienne, mes rendez-vous de suivi, les instructions spécifiques de mon médecin pour la convalescence, 6 semaines minimum avant de retourner au travail, pas de conduite pendant 2 semaines, pas de levage d'objets plus lourds que le bébé. J'ai créé une chronologie faisant correspondre les demandes de Marc à mon état physique à ce moment-là. 3e jour, toujours sous analgésique, on m'a demandé de revoir les contrats. 7e jour, toujours en train de saigner abondamment, à créer toute la présentation. 3e semaine, je marche à peine normalement, je suis obligé de venir au bureau. Nous avons rassemblé mes dossiers d'ordonnance indiquant les analgésiques que je prenais lorsque Marc s'attendait à ce que je prenne des décisions commerciales cruciales. Il ne s'agit plus d'un patron méchant, a déclaré Sarah en examinant nos preuves. Il s'agit d'une question de nécessité médicale par rapport aux exigences de l'entreprise, et nous avons les reçus. Un SMS provenant d'un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer dans un endroit privé pour discuter de votre cas? Après avoir consulté Sarah, j'ai accepté une réunion dans un café en sa présence. J'ai été choqué de voir Vanessa des RH se glisser dans la cabine en face de nous, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « On ne peut pas me voir te parler », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais ce qui t'est arrivé est mal. Elle a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des courriels entre Marc et les RH, datés du lendemain de ma confrontation avec lui chez moi. Dans ces documents, Marc a demandé des informations sur les procédures de résiliation et s'est renseigné sur les exigences en matière de documentation des performances. La réponse la plus accablante des RH a été, comme indiqué précédemment, un licenciement immédiatement après un congé de maternité comporte un risque juridique important. Nous déconseillons fortement cette mesure en l'absence de problèmes de performance documentés antérieurs au congé. Marc avait répondu simplement, notez, procédant quand même. Il n'avait aucune autorisation officielle pour te licencier, expliqua Vanessa. Il a contourné le protocole. Je pourrais perdre mon emploi si je te montrais ça, s'interrompit-elle, mais ce n'était pas bien. J'ai terminé pour elle. Elle a hoché la tête, puis s'est éclipsée aussi discrètement qu'elle était venue. La salle d'audience semblait plus petite que je ne l'avais imaginé, plus intime en quelque sorte, ce qui la rendait plus intimidante. Je m'assis à côté de Sarah, essayant de paraître calme, même si mes mains tremblaient sous la table. De l'autre côté de l'allée, Marc était assis avec l'équipe juridique de l'entreprise, le visage empreint d'une préoccupation professionnelle. Il refusait de me regarder. Quand mon tour est venu de témoigner, je me suis dirigé vers la barre sur des jambes aussi molles que de l'eau. La prestation de serment, l'installation, le réglage du microphone, tout s'est déroulé dans un flou. Sarah a ensuite commencé à me poser des questions, me guidant dans mon récit. J'ai parlé clairement, avec des faits, comme nous l'avions répété. Sans larmes, sans amertume, juste la vérité. Il m'a demandé de travailler pendant que je saignais suite à l'opération. Je l'ai fait. Je n'ai refusé que lorsque je ne pouvais plus continuer physiquement. La juge, une femme âgée au regard perçant, m'observait attentivement tandis que je détaillais le calendrier, les restrictions médicales et les représailles. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de l'entreprise a tenté de me présenter comme un opportuniste, quelqu'un en quête d'un traitement de faveur. Mais mon dossier médical était plus éloquent que ces insinuations. En descendant, j'ai croisé le regard de la juge. Elle m'a adressé un léger signe de tête, si subtil que je l'aurais cru. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'espoir. La décision du juge est arrivée plus vite que prévu. Elle ne s'est pas contentée de me donner raison. Elle a rendu un avis cinglant condamnant spécifiquement Cortec et Marc. Le tribunal trouve les actions du défendeur particulièrement troublantes, a-t-elle écrit. Exploiter une mère en convalescence, exiger du travail pendant un congé protégé, puis riposter lorsque des limites raisonnables ont été établies représente une profonde incompréhension de la loi et de la décence humaine fondamentale. Elle a ordonné ma réintégration avec arriéré de salaire et dommages et intérêts pour préjudice moral. Le montant était conséquent, près d'1 an de salaire. Mais plus important encore, l'affaire est devenue publique. Les médias locaux l'ont repris. Les blogs juridiques en ont parlé. Mon nom est devenu associé non pas à la honte, mais à la défense des mères qui travaillent partout dans le monde. Mon téléphone, autrefois silencieux à cause de l'isolement, vibrait désormais sans cesse de messages d'autres femmes partageant des histoires similaires. Certaines menaient leur propre combat. D'autres étaient simplement reconnaissantes de ne pas être seules. Votre cas contribuera à protéger d'autres personnes, m'a dit Sarah alors que nous célébrions la victoire.
Cela comptait plus que n'importe quelle somme d'argent. Les répercussions se sont rapidement propagées après la décision. Apex, le client dont j'avais aidé à sécuriser le compte pendant mon congé, a demandé une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de Cortec. Un contact du secteur m'a raconté ce qui s'était passé. La PDG d'Apex, elle-même mère de 3 enfants, avait été horrifiée par les détails de mon cas. Nous ne collaborons pas avec des entreprises qui exploitent les jeunes mères, aurait-elle déclaré. C'est contraire à nos valeurs d'entreprise. La perte a été catastrophique. Le compte sur lequel Marc m'avait poussé à travailler, celui qui valait des millions, celui pour lequel j'avais sacrifié ma guérison, s'éloignait maintenant précisément à cause de la façon dont j'avais été traité. D'autres clients ont commencé à poser des questions. Les investisseurs ont exprimé des inquiétudes quant à la direction et à la culture d'entreprise. L'action de l'entreprise a subi un coup dur. Les membres du conseil d'administration ont exigé des réponses, tout émanant d'une seule affaire, tout émanant d'une seule femme qui refusait d'être réduite au silence. Un courrier électronique a été envoyé à l'échelle de l'entreprise pour évoquer les événements récents et promettre un examen approfondi des politiques concernant les congés familiaux. Ils n'ont jamais mentionné mon nom, mais tout le monde savait que les dégâts avaient commencé. Mais le mal était déjà fait. J'ai lu l'email dans lequel Emma dormait sur ma poitrine et j'ai pensé, c'est comme ça que le changement se produit. L'email provenait d'un ancien collègue, quelqu'un avec qui il était resté secrètement en contact pendant le procès. Une simple capture d'écran sans message. Note interne objet, mise à jour de la direction. À compter d'aujourd'hui, Mark Davison ne travaille plus chez Cortec Solutions. Durant cette période de transition, la vice-présidente des opérations, Diane Chen, assumera ses responsabilités. Nous remercions Marc pour son service et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. Aucune explication, aucune fête d'adieu, aucun hommage éclatant à ses années de service. Juste un paragraphe stérile annonçant sa sortie enfouie dans une mise à jour de routine. Le même congédiement sans ménagement qu'il m'avait adressé. Je l'ai regardé pendant un long moment, cherchant ce que je ressentais. Pas exactement de la joie, pas vraiment une justification, quelque chose de plus calme, de plus profond. La clôture, peut-être. Je n'ai pas répondu à l'email. Je ne l'ai partagé avec personne, sauf James et Sarah. Je n'ai pas publié de messages énigmatiques, juste sur le karma ou la justice. En vérité, le départ de Marc n'a rien changé à ce qui m'était arrivé. Il n'a pas effacé l'isolement, la peur, la trahison de ma confiance. Mais cela signalait quelque chose d'important. Les conséquences existaient, même pour ceux qui se croyaient au-dessus d'elles. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé voir Emma, qui dormait paisiblement dans son berceau, sans savoir que sa simple existence avait déclenché une réaction en chaîne qui avait fait tomber l'homme qui pensait que la maternité me rendait jetable. 6 mois plus tard, je poussais la poussette d'Emma sous le soleil printanier, en direction du parc. Elle babillait joyeusement, cherchant les papillons qui passaient, son visage illuminé par la simple joie de l'existence. Je n'étais pas retourné à Cortec malgré la réintégration ordonnée par le tribunal. Au lieu de cela, j'ai pris l'argent du règlement et j'ai démarré ma propre entreprise de conseil. Travailler à distance, définir mes propres horaires, choisir des clients qui respectent les limites entre vie professionnelle et vie privée. Je gagnais plus qu'avant, mais surtout, j'étais présente pour ces moments précieux avec ma fille. Mon téléphone a vibré avec une notification par email. Le nouveau directeur des ressources humaines de Cortec tend à nouveau la main. Nous apprécierions votre contribution à la révision de nos politiques de congé familial. J'ai souri mais je ne l'ai pas ouvert. Ils essayaient de me consulter depuis des mois, désespérés de redorer leur blason. Mais je n'avais aucune envie d'aider à réparer ce qu'ils avaient cassé. Mon silence était une sorte de pouvoir en soi. Un texto a suivi, provenant d'une ancienne collègue qui avait récemment annoncé sa grossesse. Votre cas a fait la différence. Ils viennent d'annoncer 6 mois de congé parental payé pour tous les employés. Cela m'a fait réfléchir. 6 mois, soit le double de la norme du secteur. Cela en vaut la peine? James avait demandé hier soir, en me regardant travailler tard sur une nouvelle proposition client tout en prenant le temps de bercer Emma. J'avais pensé à tout, la douleur, l'isolement, le combat, le changement qui a suivi. Oui, avais-je simplement répondu. Tout. Et dans l'air chaud du printemps, en regardant le visage de ma fille se tourner vers le soleil, j'ai su que c'était vrai. J'avais trouvé mon pouvoir non pas malgré le fait d'être devenue mère, mais grâce à cela.